Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire sur les formations par apprentissage de l'EPF. Je suis Elisabeth Zerraillon, responsable de la communication, et donc je suis en compagnie de Raphaël Espoli, qui est tuteur académique pour la formation par apprentissage du campus de Sceaux, et de Isa, qui est étudiante en 5e année, donc en 3e année de la formation par apprentissage, qui sont là donc, pour vous présenter la formation pendant environ une demi-heure. On va être ensemble donc environ 30 minutes comme je le disais. N'hésitez pas à poser vos questions en direct. On essaiera d'y répondre au fil de l'eau tout au long de la présentation. Et si vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin, pas de panique, on a un replay. Donc vous recevrez l'intégralité de cette vidéo ensuite sur votre adresse email. Je vous propose de commencer. Raphaël, est-ce que tu pourrais en quelques mots déjà un peu présenter les formations pour l'apprentissage qui sont proposées à l'EPF sur les différents campus? Alors, on a deux formations qui sont très, très similaires. Une qui est proposée sur le campus de Sceaux et une sur le campus de Montpellier. Alors, en gros, pour faire simple, c'est des formations généralistes, c'est-à-dire qui vont balayer un petit peu tous les domaines de l'ingénierie et qui ne sont pas très spécifiques à un domaine, par exemple la mécanique ou l'électronique, par exemple, qui vont balayer un large spectre. Et donc, c'est des formations par apprentissage, c'est un peu le sujet. Donc, la moitié de la formation se fait dans l'entreprise d'accueil du jeune. Donc, ça va dépendre beaucoup du contexte dans lequel va se trouver le jeune. Alors, du coup, quel est l'objectif des formations par apprentissage? On forme quel type d'ingénieur? Alors, c'est des ingénieurs donc généralistes, mais c'est tourné autour de l'industrie et du système d'information au service de la production industrielle. Voilà, pour faire ça. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on produit un objet ou un service en série, on est obligé de se poser un tas de questions sur les fournisseurs, sur les clients, sur les process industriels, sur l'organisation, sur les méthodes. Tout ça, toutes ces, vous pouvez me contredire, hein, n'hésitez pas, tous les outils, toutes les méthodes, toute l'intelligence qu'on met au service de la production industrielle, ça nécessite de l'expérience, de l'intelligence. Et c'est ça qu'on essaie de transmettre aux jeunes pour qu'ils soient des consultants, pour qu'ils soient vraiment des assistants intelligents, qui soient force de proposition, aussi, qui soient originaux, qui soient créatifs. Là, on peut parler parce qu'on est au contact avec les maîtres d'apprentissage, donc les personnes qui sont en entreprise. On leur pose systématiquement la question de quel est l'ingénieur de demain, qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous rechercherez a priori, même si c'est jamais très simple de savoir ce qui va se passer. Mais on essaie d'être au plus près des métiers de demain. Les métiers de demain, on parle au mieux de 5 ans. Quoi. On ne peut pas aller tellement au-delà. Oui, c'est difficile aujourd'hui de savoir comment vont évoluer encore les métiers d'ingénieur. L'industrie, l'ingénierie, les services, c'est des choses qui évoluent très très vite. On dit très souvent, cette phrase maintenant que tout le monde a entendue, les métiers des jeunes de 20 ans, c'est des métiers qui n'existent pas encore, même 20 ans. Les jeunes qui seront sur le marché du travail dans 5-6 ans, ils exerceront un métier qui va encore évoluer, peut-être qu'il n'existe pas ou qui va se transformer radicalement. Donc on essaye de donner bien sûr des outils et des méthodes, mais surtout des méthodes de pensée, de l'agilité intellectuelle, le brassage de toutes les entreprises, de tous les jeunes, fait que on espère qu'il y a cette dynamique et puis cette gymnastique intellectuelle qui fait que on s'adapte. J'aime pas le mot adaptabilité parce que ça fait, on fait du coup un carré ou un rond à la demande, mais cette souplesse mentale. En fait, on a une capacité à apprendre tout au long de sa carrière. Voilà. Moi, je défends ça, cette idée même au sein de l'EPF. Je pense que c'est une valeur qui est peut-être pas suffisante, mais absolument nécessaire. Ouais. Et du coup, concrètement, là, on a des étudiants qui sont peut-être potentiellement intéressés pour intégrer nos formations par apprentissage. Qu'est-ce que vous enseignez dans cette formation? Il y aura des matières, disons, par exemple, on a un cursus en 3 années. En première année, puisqu'on a des jeunes qui viennent d'horizons très très différents, il va y avoir des matières générales, scientifiques, il y aura des maths. Alors là, je pense sous le contrôle d'Isa, peut-être qu'il y a peut-être
perdu le souvenir de ces années-là, puisqu'elle est sur le point de terminer ses études. Mais disons qu'en première année, c'est plutôt un genre de remise à niveau, donner une culture commune à tout le monde, scientifique, technique. En deuxième année, on va plus aller vers le projet. Donc, des modules où on demande aux jeunes de travailler en groupe, de construire quelque chose. Alors, dans le détail, il y a des sciences, donc il y a par exemple des maths, des probas, des stats, il y a aussi de la physique, il y a de l'optique, il y a de la thermodynamique, il y a de la mécanique des fluides, des choses comme ça, des choses plus ou moins douloureuses, des fois, plus ou moins abstraites. Mais disons que rapidement, on va vers l'organisation industrielle, de la méthode, des projets sur l'innovation, même sur un peu la créativité. On a qu'est-ce qu'on a d'autre comme matière, aidez-moi. Arduino, en deuxième année. Oui, on a un petit peu d'électronique, on a un petit peu d'électronique, mais orienté projet. Et puis en troisième année, alors là, c'est une année qui est quasiment consacrée aux 2 tiers en entreprise pour que les jeunes puissent développer un projet de fin d'études intéressant. Donc il y a 12 semaines à l'école, dont une semaine qui est entièrement consacrée à un projet. On leur donne un projet le vendredi, et le vendredi de la semaine d'après, on leur demande de présenter devant leurs collègues des promotions qui arrivent un produit ou un service fini avec un niveau d'exigence sérieux et qui est vendable à un industriel. Donc c'est des matières classiques qui tournent autour du milieu de l'industrie, des services et de la production industrielle. Donc, si par exemple je veux travailler dans l'aéronautique, est-ce que je peux intégrer cette formation? Oui, bien sûr. Après, comme je vous le disais, dans l'apprentissage, la moitié du temps se trouve en entreprise. Justement, quel est le rythme d'alternance selon les années? Alors, aussi ça pour le confirmer, en fait, c'est au départ l'alternance, je schématise, ça se passe sous forme de 15 jours à l'école, 15 jours en entreprise. En gros, en deuxième année, c'est un mois. Et puis, en dernière année, il y a, je dirais, 80% du temps qui se trouve en entreprise. Et puis, il y a 12 semaines de cours qui sont des petits modules, des petits projets, et qui se terminent par le fameux challenge dont je parlais tout à l'heure, qui est proposer quelque chose pour lequel un investisseur pourrait mettre de l'argent sur la table. Et le plus sérieux possible. On essaye de faire quelque chose de festif, puisque ce sont les dernières heures à l'école, festif et sérieux, qui montre tous les acquis en 3 ans. Je ne me rappelle plus la question. C'était le rythme d'alternance. Le rythme d'alternance. Bon voilà, c'est ça, c'est une alternance qui est à fréquence qui diminue. En fait, la fréquence elle est haute au début, ce qui peut poser des difficultés. Moi, j'aime bien parler des difficultés parce que c'est quelque chose qui apporte énormément, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut mesurer. C'est une difficulté qu'il faut mesurer. Je le dis parce que Lisa a fourni un gros effort, notamment en début d'apprentissage, parce que parfois, on a un logement qui est un petit peu loin, soit de l'école, soit du lieu de travail. Et quand on est fatigué, on gère les difficultés différemment. Est-ce que le rythme d'alternance était compliqué pour toi pendant ces 3 ans? Ouais, pour moi, ça a été difficile en première année parce que, comme le disait Raphaël, j'habitais assez loin. J'habitais à 1h45 de route, donc en transport. Donc, il fallait prendre ses précautions. Sinon, en deuxième année, ça a été, vu que j'ai pris un logement à côté, vu que c'était des périodes plus importantes, je me suis dit que jamais je pouvais tenir un mois à faire des allers-retours comme ça. Et là, cette année, non, ça a été, vu que c'est des périodes assez courtes à l'école, ça s'est plutôt bien déroulé. Donc, le rythme, en fait, il faut vraiment s'y préparer psychologiquement, je pense, et être très bien organisé dans son travail, dans sa vie perso, parce que sinon, on perd vite les pédales, quoi. Et on décroche très vite. Ça demande une vraie rigueur de pouvoir alterner à la fois entre les études et le monde de l'entreprise. D'anticiper beaucoup, c'est un mot qui est partagé par Sharia qui travaille avec nous comme tuteur académique. Donc, anticiper, c'est vraiment le maître mot, c'est-à-dire que avant de revenir à l'école, il faut faire le point sur ce qu'on a fait en entreprise et savoir ce qu'on fera, transmettre aussi les informations nécessaires, parce qu'on sera a priori plus joignable pendant un certain temps. Et puis pareil, quand on est à l'école, il
il faut gérer les connaissances, anticiper les livrables à rendre. On est très exigeant, enfin, c'est des années exigeantes, mais qui sont très enrichissantes. On parie là-dessus. On parie là-dessus. Alors, on a Julien qui nous demande, du coup, quel type de profil nous recrutons pour cette formation. Alors, moi, je viens un peu plus loin, donc quel type de profil académique, et puis aussi en termes de personnalité, qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce qui fait un bon apprenti? Alors, quel type de profil nous, c'est des études en 3 ans après un bac+2. Donc, en gros, ce qu'on attend, c'est la validation de 120 crédits ECTS. Alors, pour être plus précis, notre cœur de cible, ce sont plutôt les DUT, les DUT scientifiques, techniques, mais ça peut aller jusqu'à Clio aussi, un DUT de Clio, comme ISA par exemple. Donc, Clio, c'est qualité logistique. Industrielle et organisation. Industrielle et organisation. Alors, DUT mesures physiques, DUT GE2I aussi. Il y a quelques BTS aussi. On est un peu plus exigeant sur les BTS, mais on est très content de nos recrutements en BTS. Ça peut être une prépa, ça peut être des études universitaires, du moment qu'ils ont validé 2 ans dans le système supérieur. Ça peut être des étudiants qui étaient en formation initiale dans une école d'ingénieur aussi. Tout à fait, tout à fait. Ça peut être des orientations, parfois certains peuvent se rendre compte qu'ils préfèrent être dans le monde. Ça peut être après une licence pro aussi. Ouais. Alors oui, ça nous amène au profil plus psychologique. Moi, dans les salons, j'ai tendance à dire, j'ai tendance à axer mon discours sur l'apprentissage. Parce que l'apprentissage, c'est vraiment un mode particulier. Il faut vraiment être capable justement de jongler entre l'entreprise et l'école. C'est pas forcément évident, mais pour les profils à qui ça correspond, ça peut vraiment être très très enrichissant et vous terminez vos 5 années de manière extraordinaire. Vous avez un carnet d'adresses, vous avez un réseau d'amis, vous avez une vision globale du tissu industriel français. Vous avez déjà un réseau professionnel. Vous avez déjà un réseau professionnel. En général, on est embauché dans la foulée. Enfin, à 80%, on est embauché par l'entreprise d'accueil. Je donne des chiffres un petit peu à la serpe, ça dépend des années, hein, mais en général, on est embauché dans son entreprise d'accueil. Si on n'est pas embauché dans son entreprise d'accueil, on trouve très facilement du travail. Mais moi, j'ai un certain nombre de critères qui font que les jeunes sont adaptés à l'apprentissage. Le premier, c'est j'aime pas trop les cours théoriques. J'aime bien travailler pratiquement et être responsabilisé. C'est pas un TP l'apprentissage. C'est-à-dire que mon travail va avoir des conséquences. Je donne un exemple. J'ai un jeune qui a fait perdre un client à son entreprise par une erreur. Je ne dis pas qu'il faut aimer ça, mais il faut presque aimer le défi de ce jeune. Il s'est dit, ça ne se reproduira plus jamais. J'ai fait une erreur, je construis dessus. Voilà. Donc, il faut aimer la responsabilité du travail et les conséquences, assumer les conséquences du travail. Donc, ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, il faut aussi. Il y a des jeunes qui ont envie d'autonomie financière. Et quand on est apprenti, on a déjà un petit salaire, ça dépend des conventions collectives, mais il y a un minimum légal qui fait qu'on peut aller déjà vers l'autonomie financière. Ça commence autour de 700-800 euros en première année si on n'a jamais eu d'apprentissage et si on est jeune, mais ça peut monter très vite. Dès que la formation est en plus prise en charge par l'entreprise. Oui, alors c'est la loi en France, c'est qu'en général, l'apprentissage est gratuit et donc rémunéré. Le troisième axe, c'est l'axe de vouloir être inséré dans la vie professionnelle facilement. C'est-à-dire qu'en général, il n'y a vraiment pas de problème de chômage. Et les jeunes qui sont un petit peu inquiets à ce niveau-là, pour opter pour l'apprentissage. Oui, si vous avez les 2 premiers axes et que le troisième vous intéresse, peut-être que l'apprentissage est fait pour vous. Donc à ce moment-là, il faut se rapprocher d'un service apprentissage, d'une entreprise. Voilà, c'est des grandes lignes, mais je dirais aimer être responsabilisé par le travail, c'est vraiment l'axe qui me paraît le plus important. C'est-à-dire vouloir sortir de l'école, vouloir parler à des professionnels et dans son univers professionnel et à l'école, parce qu'on essaie de faire venir des professionnels. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce profil-là, vouloir être autonome financièrement, vouloir rentrer dans le monde de l'entreprise, avoir des perspectives un petit peu plus sereines. Je n'aime pas jouer sur la peur, mais c'est vrai que les faits sont là. En général, il y a 0 chômage en sortie d'études par apprentissage. Il y en a rarement quand on n'est pas en apprentissage, mais
en apprentissage, on arrive avec une petite longueur d'avance, des années d'expérience, on sait de quoi on parle, c'est un accélérateur de maturité, l'apprentissage. C'est-à-dire qu'à âge égal, on voit les apprentis qui ont une certaine bouteille. Voilà, une bouteille, quoi. Isa, il y a du coup une question pour toi. Maintenant, on demande en fait, du coup, toi, pourquoi est-ce que tu as choisi l'apprentissage et pourquoi tu as choisi la formation de l'EPF? Alors, pourquoi j'ai choisi l'apprentissage? Déjà parce que je voulais continuer mes études après mon DUT Clio. Mais en formation par apprentissage parce que je voulais être autonome financièrement. J'avais envie de grandir sur ce point-là. J'avais aussi envie d'avoir une expérience professionnelle parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les offres d'emploi, ils demandent un minimum d'expérience professionnelle. Donc, c'est un point qui m'a paru important aussi. Pourquoi la formation à l'EPF? Donc, déjà, l'EPF, c'est une école qui a une belle renommée. Donc, forcément, ça donne envie. Deuxième point, parce que déjà, la formation, le fait d'être formé de manière générale, d'être ingénieur généraliste, voilà, c'est toujours intéressant vu que tu peux ensuite t'adapter, t'intégrer plus facilement dans plusieurs domaines quand tu sais pas vraiment ce que tu veux faire après, enfin quand tu sais pas dans quel domaine tu vas travailler par la suite. Et ensuite, je me suis pas mal renseignée avant de venir à l'EPF, avant de passer les concours. J'ai fait beaucoup de salons et je me suis renseignée sur ce qu'on allait apprendre en fait, si tu veux, en entreprise, à l'école, et les cours m'intéressaient. Même si j'étais pas forcément axée très technique, vu que j'ai fait un DUT Clio, je me suis dit c'est accessible. Donc j'ai tenté le concours et les entretiens. Voilà. Et comment tu t'es sentie dans la formation pendant ces 3 ans du coup, parce que là toi tu arrives au terme de ta formation? Alors déjà, le point le plus important pour moi, c'est le suivi de nos ingénieurs formateurs. Ils viennent nous rencontrer en entreprise minimum 2 fois par an. Donc là, tu es suivi, tout est formalisé. Enfin, dès qu'il y a un point bloquant, dès qu'il y a un point d'amélioration, enfin, dès qu'il y a un souci, c'est très facile de discuter avec nos ingénieurs formateurs. On a leur numéro de téléphone, leur adresse mail. Donc tout est facile. Enfin, moi, ça m'a semblé facile en fait. Tout m'a semblé facile parce que justement, on était suivis. Ils nous accompagnent en fait dans toutes les démarches qu'on entreprend. Bon, super. Voilà. Tu es dans quelle entreprise en alternance? Alors moi, je suis chez 3M, donc entreprise américaine. C'est ceux qui font les post-it et les scotch, pour être un peu plus clair. Et mon rôle, donc moi, je suis dans leur centre de distribution, donc toujours en logistique. Et je suis apprenti ingénieur en amélioration continue. Donc, moi, c'est plus axé qualité, méthode, les process. Donc, je travaille aujourd'hui, mon projet de fin d'études, par exemple, il concerne l'optimisation des magasins de stockage. Donc, revoir les flux de produits, les flux de personnes et optimiser tout ça pour gagner justement en productivité. D'accord. Charles nous demande, Isa, comment est-ce que tu vis d'avoir 2 tuteurs qui te suivent pendant 3 ans de formation? Très bien. À l'EPF, Charrière, donc moi c'est Charrière, mon tuteur. Il n'est pas envahissant. Il sera ravi de l'apprendre. Non, vraiment, il n'est pas envahissant, il est très accessible, donc je peux aller le voir quand je veux, je peux lui envoyer un message quand je veux, il me répondra. Il est de très bons conseils. Donc voilà, j'ai jamais eu aucun problème. En entreprise, c'est plus professionnel, donc moi, je m'entends très bien avec ma tutrice, il n'y a aucun problème. C'est plus un rapport professionnel, alors qu'à l'école, c'est plus un rapport de mentor, ouais, voilà, c'est ça. Ils nous forment, donc ils sont là pour nous aider, nous encadrer, nous épauler. Vous conseiller. Nous conseiller, ouais. Donc, c'est pas parce qu'il y a 2 adultes sur ton dos, en quelque sorte, que tu vas te sentir oppressé. Moi, c'est pas du tout le ressenti, quoi. Et même mes camarades de classe, je n'ai pas quoi que ce soit. Nous, on conçoit notre rôle comme plutôt un lien entre le monde de l'entreprise et le monde de l'école. Donc, on a en fait une richesse dont on espère tirer le maximum. On cherche à chaque fois à en tirer le plus possible. C'est-à-dire qu'on a 30 entreprises, bon, un petit peu moins parce qu'il y a des personnes qui sont dans la même entreprise, mais on a une richesse par toutes vos expériences, toutes les expériences des apprentis et tous les métiers, toutes les fonctions que vous occupez. On a une richesse sous la main qui est extraordinaire
On aimerait en tirer le maximum, on aimerait effectivement que ça nous donne des idées de modules, nouvelles matières à enseigner. On parle beaucoup de big data, de nouvelles avancées en qualité, ou de l'entreprise, enfin l'industrie 4.0, des réflexions autour d'une entreprise qui est très agile, etc. Donc, c'est des thématiques qui reviennent souvent sur les missions qui sont confiées aux apprentis, donc ça nous donne des idées. Nous, on aimerait bien aussi que l'école rentre un peu dans l'entreprise, qu'on se parle plus, etc. Donc, on a une richesse qui est extraordinaire. Et nous, notre rôle, c'est le rôle de lien, essentiellement. Donc, effectivement, comme disait Isa, c'est d'abord conseiller les jeunes, voir quand ça va mal, donner des conseils. Donc ça, on essaie de professionnaliser ça. Et puis, de guider aussi le tuteur entreprise, enfin, le maître d'apprentissage, de fixer avec lui des objectifs réalistes pour les semestres, puisque notre tempo, c'est le semestre. On rend visite à chaque semestre l'apprenti dans son lieu de travail, et de dire, bon, voilà, qu'est-ce qui a été fait dans les 6 mois passés, qu'est-ce qui sera fait dans les 6 mois passés, est-ce que c'est raisonnable, est-ce que c'est pas trop difficile, est-ce que c'est pas trop facile. Donc, mettre la barre au bon endroit, voir aussi les entreprises qui sont soumises à des très grosses pressions, essayer de protéger autant que faire se peut les apprentis de cette pression. Il y a des environnements très durs au niveau du stress, au niveau de la production. On est dans des entreprises industrielles, donc on est sur des enjeux des fois assez critiques. Par exemple, dans les entreprises pharmaceutiques qui ne peuvent pas se permettre la moindre erreur, ou alors ça a des conséquences graves. Le stress parfois se communique, donc nous on est là pour essayer de protéger les jeunes. On est là pour essayer que la progression vers l'autonomie, vers l'ingénieur, soit la plus agréable possible. Un peu challengeant quand même, mais pas trop. C'est un petit peu notre rôle. Notre rôle, c'est de conseiller, de faire le lien entre l'entreprise et l'école. Tu parles d'entreprise justement, est-ce que tu peux nous dire un peu le type d'entreprises qui sont partenaires de la formation, dans quelles entreprises sont les apprentis Oui, en fait, on est indirectement financé par la région et par l'UIMN, donc on a dans notre bottin énormément d'entreprises industrielles. On a des très grands groupes dans les transports, par exemple Renault, PSA, on a aussi l'aéronautique, on a tout ce qui tourne autour de l'aéronautique, donc Airbus Hélicoptère, tous les sous-traitants, donc Aircel, Stelia qui fabrique la structure des Airbus, enfin, certaines parties, les moteurs, Safran. Safran a embauché énormément d'apprentis sur les dernières promos. Donc c'est une entreprise qui se porte très bien. On parle souvent de l'automobile, mais Safran, c'est un fleuron de l'industrie française. Donc c'est des très beaux métiers, des très belles carrières dans plein de secteurs. Hein. Vous pouvez dire que vous travaillez dans l'aéronautique, mais il y a 10 000 métiers dans l'aéronautique. Hein. Ça va de la qualité à des choses beaucoup plus techniques. Donc, quand on voit des réacteurs, effectivement, qui sont démontés et remontés en 120 jours, ça demande de l'organisation, ça demande de la technicité à tous les étages. Hein. Donc, Safran, on a un jeune justement qui est dans la maintenance des réacteurs. Donc, c'est effectivement des gens qui reçoivent des réacteurs, qui les démontent et qui les remontent. C'est vraiment fascinant. On a des jeunes qui travaillent sur des projets de transfert de technologie dans la promo d'ISA. Il y a un jeune qui travaille chez Airbus Hélicoptère qui va faire sa mission à l'étranger en Corée pour un projet de transfert de technologie. Et vous avez des entreprises un peu dans tous les secteurs Quasiment tous les secteurs. Les transports, l'agroalimentaire, les services. On a des jeunes qui sont dans les services bancaires, par exemple. On a des jeunes qui sont dans l'agroalimentaire, par exemple. On en a dans le luxe aussi. On en a dans le luxe aussi, c'est un petit peu moins rare, mais oui, ça tourne autour de l'électronique, les transports, les services MBDA, un groupe multinational qui fabrique des systèmes de missiles, Nexter aussi, ça s'appelle la Caisse des dépôts, tout ce qui tourne autour d'Ariane Espace aussi, hein, avec les nouvelles concurrences. Hein, tout le monde connaît SpaceX, donc SpaceX un peu pique le système européen-français d'envoi de satellites, parce qu'ils utilisent
le prix des envois de satellites par quasiment 3. Et donc, Ariane Espace se pose des questions, réfléchit à ses process, réorganise tous ces flux d'informations et de matières. Donc, on voit dans une promo, et à plus forte raison dans les 3 promos qu'on a, on voit le monde industriel et les enjeux industriels de demain. Alors, on a Stéphane qui nous demande justement quelles sont en fait les attentes de l'EPF vis-à-vis de l'entreprise, quels sont les livrables en fait que vous attendez suite au passage en entreprise de vos étudiants. Alors, peut-être qu'Isa pourra répondre aussi. Hein. Le modèle qu'on a, c'est un modèle en 3 ans. Le modèle en 3 ans, c'est première année, c'est post-technicien supérieur. Deuxième année, c'est acquisition d'une certaine autonomie. On commence à être à l'aise dans son entreprise et on commence à réfléchir par soi-même, proposer des idées, à être plus rigoureux. Et troisième année, c'est quasiment une année de pré-ingénierie. Donc, les livrables qu'on demande à l'école, mais qui sont quasiment tous en lien avec l'activité en entreprise, ils sont liés à ce modèle-là. Post-technicien supérieur, autonomie et pré-ingénierie. Donc, en première année, on va demander un rapport d'intégration pour savoir où on a mis les pieds, à quoi ressemble mon entreprise et quel est mon rôle dans l'entreprise. En deuxième année, c'est plutôt un projet technique, c'est vers l'acquisition de la rigueur scientifique, comment on se documente, comment on travaille, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, est-ce que je fais ce que j'ai fait parce qu'on me l'a demandé, ou est-ce que je me suis posé des questions, est-ce que je me suis basé sur des bonnes pratiques, etc. Et puis troisième année, c'est un projet de fin d'études avec une dimension de management de projet, une compréhension du planning, une compréhension des acteurs, une compréhension des interactions, une compréhension aussi du travail qu'on va transmettre à d'autres personnes parce qu'on va partir de l'entreprise. Donc une pensée d'un travail dans un écosystème plutôt, avec une vision temporelle, etc., qui est beaucoup plus fine, une expérience aussi qui est plus fine normalement en 3 ans. Donc on sait le temps qu'on met à faire certaines tâches et que certaines personnes mettent aussi à faire certaines tâches. Donc une compréhension à plusieurs dimensions, quoi. Donc j'ai simplifié, mais en gros, voilà, ces 3 livrables-là, l'intégration, projet technique et puis projet de fin d'études. Il y a aussi, quand les jeunes partent à l'étranger, on va leur demander aussi un rapport de mission à l'étranger, rendre compte de leur expérience à l'international. On leur demande de présenter leur expérience en anglais, puisque c'est une dimension forte qui est commune à tous les diplômes d'ingénieurs. C'est un niveau d'anglais suffisamment bon pour qu'on puisse communiquer. Un niveau B2, du coup, je crois. Niveau B2. Mais du coup, ça nous offre une transition parfaite avec la question, est-ce que la formation offre l'opportunité de partir à l'étranger? Est-ce que toi, tu es partie déjà à l'étranger? Oui, moi je suis partie en première année. Et tu es partie combien de temps? 12 semaines. Voilà, c'est ce que la formation... Et tu es partie où? Au Qatar. Au Qatar, oui. C'est grâce à ton entreprise ou c'est non, dans le cadre d'une autre mission? C'est grâce à mes relations personnelles. D'accord. Ça. Comment fonctionne en fait Vous ne savez pas, on a découvert en cours de formation. Comment fonctionne en fait le séjour à l'étranger, donc en stage? Est-ce que c'est... Alors on est des rares écoles qui vraiment respectent les exigences de la CTI. CTI, c'est la commission des titres d'ingénieurs qui demande à toutes les formations d'ingénieurs de proposer un séjour à l'étranger. Alors, nous, on reste dans le schéma apprentissage, c'est-à-dire qu'on demande aux jeunes de travailler à l'étranger et de travailler, si possible, dans un poste, d'occuper un poste qui est de niveau ingénieur, ou pré-ingénieur. Après, on s'adapte à ce que les jeunes peuvent trouver à l'étranger, mais en tout cas, c'est une des conditions du diplôme. Alors, si les jeunes ne partent pas 12 semaines, et si possible en une seule fois à l'étranger pendant leurs 3 années qu'ils passent chez nous, ils ne pourront pas... Ils doivent le faire n'importe quelle année, par contre. Oui, en général, ça se fait l'été, c'est soit entre la première et la deuxième année, soit entre la deuxième et la troisième année. Alors, par exemple, il y a certains cas où c'est plutôt rare, la mission à l'étranger colle avec le projet de fin d'études et ils peuvent partir lors de leur dernière année. C'est le cas du jeune qui travaille au transfert de technologie avec la Corée, il va partir là, en mars, je crois, en Corée pendant 3 mois, et ça va faire office à la fois de mission à l'étranger et de projet de fin d'études. Voilà. Mais en général, ce sont des choses assez séparées.
Et nous, on a effectivement plusieurs promos qui sont déjà diplômés, donc on a un petit calepin qu'on peut proposer, une petite base de données d'entreprises à l'étranger. Et puis les jeunes, par le réseau de leur entreprise, fournisseurs clients, ou par leur réseau personnel, peuvent trouver. Il y a aussi des organismes qui peuvent les aider. Donc il y a beaucoup de possibilités en général. C'est toujours un peu difficile, mais on y arrive toujours. Voilà. Très bien. Alors je profite là donc de la question de Paola qui nous dit: je suis aussi en DUT Clio. Combien de moyenne je dois avoir pour postuler à l'EPF? Quels sont les processus d'évaluation? Est-ce que déjà, du coup, on peut expliquer le processus de recrutement? Donc, comment se passe l'admissibilité à l'EPF? Et puis après, répondre précisément à Paola sur, du coup, le niveau, quel est son niveau requis pour pouvoir intégrer la formation? Pour la question Clio, je laisserai répondre à Lisa. Pour qu'elle nous dise un petit peu quel était son niveau en Clio et puis comment elle a souffert, dans quelle matière elle était plus à l'aise. On est partenaire du CEFIPA, qui est un réseau d'écoles d'ingénieurs par apprentissage. Donc le CEFIPA s'occupe du recrutement. Alors le recrutement se fait d'abord sur dossier, ensuite il y a des épreuves, des QCM sur des matières scientifiques, l'anglais, le français. Lisa pourra aussi en parler un petit peu. Et ensuite, il y a un entretien, qui est en général un entretien dans un petit collectif de 4-5 jeunes, qui n'est pas vraiment un entretien de sélection, c'est un entretien pour voir si le projet du jeune correspond vraiment à ce qu'on a à lui proposer. Et c'est plus de l'orientation qu'une sélection. Donc, on demande si le projet de l'apprentissage est vraiment mûri, s'il a des contacts, si le jeune a des contacts, s'il s'est renseigné sur l'école, sur son avenir, sur ses projets. Voilà, c'est pas du tout des entretiens coup près, c'est plutôt des entretiens pour creuser un petit peu le projet, si la réflexion est mûre ou pas. Et parfois, la réflexion n'est pas mûre, le jeune le reconnaît, il repostule 1 ou 2 ans après et ça peut bien se passer. Donc voilà, c'est donc dossier, dans la foulée un QCM pour tous les jeunes qui postulent, et puis après le QCM, un entretien, et puis après le jeune choisit une école dans le réseau du CEFIPA qui peut être EPF ou une autre école du réseau CEFIPA. Alors, je précise juste donc, pour ceux qui seraient intéressés par la formation par apprentissage qui, elle, est dispensée sur le campus de Montpellier. Donc, c'est un autre processus. C'est le même principe de concours, d'épreuves écrites QCM et d'oraux de motivation. Donc, pour la formation de saut, vous devez postuler sur le site du CEFIPA directement pour envoyer votre dossier de candidature. Donc, c'est jusqu'à fin février. Vous avez de toute façon toutes les dates sur le site de l'EPF. En revanche, pour le campus de Montpellier, vous devez postuler directement sur le site de l'EPF. Le CFA dont dépend le campus de Montpellier et le CFA du groupe Montpellier Business School, qui donc du coup fait l'équivalent du CEFIPA pour la formation de saut. Oui, j'ai parlé de la formation, pas de la sélection à l'EPF saut. Voilà. Et du coup, moi je voulais juste faire une petite précision concernant en fait du coup l'entreprise, puisque du coup une fois que cette sélection est opérée, les étudiants doivent avoir nécessairement trouvé une entreprise pour la rentrée suivante. C'est la condition sine qua non. Donc c'est la condition sine qua non. Du coup, est-ce qu'il y a un accompagnement là-dessus? Vous les aidez une fois? Ne paiera pas de répondre aussi au niveau Clio à Paola, je crois. Oui. Donc en fait, la condition sine qua non pour rentrer dans une formation par apprentissage, c'est d'avoir une entreprise. Donc en général, le processus théorique, c'est trouver une entreprise et ensuite on trouve une école. En général, on fait toujours les choses à l'envers. Alors le CEFIPA, qui a une grande expérience en la matière, qui a 20 ans d'expérience dans l'apprentissage, a un réseau d'entreprises gigantesque et vraiment le suivi au niveau de la recherche d'entreprise est très poussé. Moi, j'ai toujours connu des jeunes qui allaient au bout du processus de sélection se voir proposer 3 voire 4 entretiens clés en main dans les entreprises, en général très prestigieuses, avec une palette des petites entreprises, grosses entreprises, avec tous les métiers, tous les secteurs. Donc, en général, quand vous êtes motivé, c'est un mot un peu galvaudé, mais quand vraiment ça correspond à quelque chose pour vous et que vous allez au bout du processus, c'est-à-dire que voilà, vous avez le niveau attendu pour suivre dans de bonnes conditions 3 années d'études chez nous, en général, ça se passe bien.
Voilà. Enfin, moi, c'est de mon expérience. Maintenant, peut-être, est-ce que vous avez des choses à dire? Qu'est-ce que tu peux répondre à Paola pour le niveau requis avec des Clio? Alors, En termes de moyenne, ouais. C'est toujours un peu compliqué comme question. Est-ce que vous étiez une bonne élève en DUT? Oui, parce que en fait, j'ai redoublé ma terminale. J'ai fait 1 an à l'ITBM en école d'ingénieur, ça s'est très mal passé, donc je me suis pris 2 claques d'affilée. Je me suis dit, il va falloir que je m'y mette. Et quand j'ai trouvé le DUT Clio, bah, ça me correspondait totalement. Enfin, j'ai beaucoup apprécié. Et je me suis donnée à fond. Hein. Franchement, je travaillais vraiment régulièrement et j'avais 14 de moyenne à peu près, environ sur les 2 ans. Est-ce que vous avez des collègues dans votre classe qui ont fait le Clio aussi? Oui, on est plusieurs. Hein. Corentin, il a fait le même DUT que moi. Ouais. Lui aussi, lui par contre, il a fait en formation par apprentissage, donc c'est un peu différent. Mais il était très bon aussi. Noémie, Ludovic également, ils avaient. Je pense qu'ils s'en sortaient bien aussi. Dina, je ne sais pas. Non, enfin. C'est plutôt des bons profils, quoi. Ouais. Après, les appréciations comptent beaucoup moins, moi aussi. Donc, comment est-ce que vous évaluez les dossiers? C'est vrai qu'un dossier, en fait, c'est un des critères qui va revenir très souvent et qui revient avec des recruteurs professionnels, c'est ce qu'on appelle le savoir-être. Ça, je le dis 15 000 fois par jour, dans une équipe, vous préférez 10 000 fois quelqu'un de fiable et de gentil et sur qui vous pouvez compter en cas de coup dur et qui va vous aider quand ça va mal et qui va vous aider à supporter la pression que quelqu'un d'ultra compétent techniquement. Ça se vérifie dans tous les secteurs, dans tous les contextes, etc. Donc, nos critères, c'est effectivement si quelqu'un arrive en retard, a des absences injustifiées et choisit ses matières, c'est-à-dire qu'il a du mal à être là dans certaines matières, d'ailleurs peu importe lesquelles, mais il choisit les matières qu'il aime et puis celles qu'il n'aime pas, il va les mettre sous le tapis. C'est une attitude qui montre déjà un rapport à la connaissance qui est un peu décevant et peut-être aussi qu'il s'est mal orienté. C'est-à-dire qu'un échec, on a le droit, mais comme Isa, il faut se poser des questions, dire bon, bah, j'ai peut-être mal choisi cette année, je vais me poser des questions, je vais aller rencontrer des gens, je vais être actif par rapport à ma vie, hein, tout simplement, et je vais choisir quelque chose qui est susceptible de plus m'épanouir, tout simplement. Donc, si les jeunes sont dans une démarche active, ils sont peut-être plus aptes dans une entreprise à trouver leur place, à parler aux gens, à trouver des solutions. Voilà. Donc, le savoir-être, tout ce que j'ai dit correspond grosso modo à ce qu'on appelle le savoir-être, c'est-à-dire être à l'écoute, être curieux, être ponctuel, échanger, reconnaître ses erreurs, ne pas fuir les conflits systématiquement, mais mettre les choses sur la table, voilà. Avoir un certain courage professionnel. Bon, évidemment, on ne peut pas attendre d'un jeune de 18 ou 20 ans ce qu'on attend de quelqu'un de 40 ans, mais déjà, on voit les ferments de quelque chose qui fonctionne. Un symbole de maturité aussi, tous ces éléments. C'est pour ça que la note, c'est un peu limitant comme facteur, mais si nous, on a des jeunes qui n'étaient pas forcément brillants, mais qui étaient extrêmement courageux, il faut leur donner leur chance. Quelqu'un qui ne lâchera pas, qui sera là, qui demandera au bon de la classe de l'aider, qui va rester jusqu'à 20 heures et qui va s'accrocher jusqu'au bout, ça, c'est une attitude qui est plutôt vraiment qui est exemplaire. Parce qu'on a tous nos limites, donc on va plutôt valoriser des gens courageux, tenaces, curieux, opiniâtres, que quelqu'un qui est bon et puis quand une matière ne lui plaît pas, il va au café, il va jouer, parce que c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Il faut essayer de faire face, quoi, tout simplement. Donc les notes, je dirais, bien sûr on les regarde, mais comme dit Isa, le contenu qualitatif va jouer. Très important. Ouais, bien sûr. Pour terminer ce webinaire, si on devait juste répondre à la question pourquoi choisir la formation par apprentissage de l'EPF, qu'est-ce qui sont pour vous, pour toi également Raphaël, les points différenciants de la formation de l'EPF par rapport à d'autres? Je vous laisse finir. Okay. Comme ça, vous aurez le mot de la fin. Ça marche. Moi, je dirais qu'on est on est une équipe à l'apprentissage
À Montpellier aussi, il y a une équipe naissante qui, je pense, est sur les mêmes principes. À Sceaux, on est une équipe très stable, on a la même conception de l'apprentissage, même si on n'est pas tous pareils, on a notre vision des choses, mais on partage vraiment énormément notre vision de l'apprentissage qui est vraiment commune. On échange énormément, on est une équipe de 5 personnes, on échange beaucoup d'informations, on a à cœur d'être fiers de nos apprentis, de les accompagner, on veut apprendre à leur côté. Moi, je fais ce métier parce que je suis très curieux et je découvre le monde de demain grâce à nos apprentis. Donc, c'est une équipe qui a à cœur ce qu'elle fait, d'abord. Donc, on aime ce qu'on fait. On a donc une dimension familiale aussi, c'est des petites promos. Donc on a fait le pari d'un accompagnement vraiment personnalisé. Alors, bon, il y a des détracteurs, mais nous, on assume ce modèle-là. Et puis, les résultats, pour l'instant, sont au rendez-vous. Donc, on essaye de continuer, de se professionnaliser, d'industrialiser un certain nombre de choses pour peut-être un jour grandir. Mais voilà, si vous voulez, je dirais si, il y a toujours un si vraiment le modèle vous correspond, je pense que vous serez heureux chez nous, quoi. Le modèle de l'apprentissage et le modèle de l'ingénierie, c'est quand on parle quand même d'ingénieurs, donc de métiers qui sont liés au domaine de l'industrie, des services, de l'industrialisation. Si ça vous parle, bah, on peut peut-être vous aider à grandir. Alors pour moi, pourquoi le PF et en apprentissage surtout déjà parce qu'on est dans des petites promos, donc tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide, il y a zéro compétition entre nous, il n'y a aucun classement, donc tout le monde est sur la même marche, donc il n'y a pas besoin de se sentir moins fort ou plus fort, enfin tout le monde est au même niveau. Donc l'équipe de nos ingénieurs formateurs, ils nous suivent donc de très près. Donc ça, déjà, ça motive, enfin, ça encourage. Enfin, moi, personnellement, ça m'a encouragé énormément parce que je ne me suis pas sentie seule au final. Et aussi le fait qu'ils nous poussent à partir à l'étranger. Enfin, on est obligé de partir à l'étranger. Donc ça, je pense que c'est hyper important aujourd'hui d'avoir une ouverture, pas nécessairement. d'avoir une ouverture à l'international comme ça. Voilà. Okay, très bien. Ce sera certainement le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce webinaire. Merci à tous d'avoir suivi cette petite présentation. Vous retrouverez le replay très rapidement de cette présentation pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de l'EPF, www.epf.fr, pour retrouver toutes les dates de journées portes ouvertes et venir rencontrer justement Raphaël et le reste de l'équipe, ainsi que d'autres élèves qui sont en formation par apprentissage, et de les rencontrer également sur les salons à Paris et en région pour obtenir davantage d'informations sur la formation. Merci à tous et puis bonne soirée et bonne continuation. Bonsoir.